On me fait signe qu'on va pouvoir démarrer. Donc, merci à tous ceux qui ont bravé le petit crachin nantais, qui ont réussi à avoir leur petit taxi. Ravi d'être avec vous pour cette 4e édition. Vous êtes inscrits effectivement à une rencontre animée par la marque. Alors, je vais vous faire la petite page de pub, comme ça c'est fait. Mais au-delà de ça, vous saurez du coup d'où nous parlons, quelle est notre légitimité. Voilà, je vous ai présenté ça sous la forme de la communauté de l'anneau, la communauté de la relation client. Vous reconnaissez probablement l'univers de Tolkien. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, au sein de la marque, on essaie de traquer ce fameux pépin pour le transformer en pépite. Et on héberge au sein de cette grande auberge espagnole, de cette communauté, différents profils. Donc vous le voyez, on a effectivement des elfes, des guerriers, des nains, etc. Donc je suis venu avec 2 d'entre eux. Je vous les présenterai dans quelques instants, rassurez-vous, et je vous dirai qui est qui. La marque, sa philosophie en quelques secondes, nous on parle effectivement, je vous le disais, du transformer le pépin en pépite. Un slide que vous avez peut-être vu ici aussi, qui est effectivement Gollum, toujours pareil dans Le Seigneur des Anneaux, qui dans toute sa quête dans le Mordor va nous dire mon précieux, en fait non, il voulait dire mon pépin, parce que sans pépin, pas de pépite. Et nous, au niveau de la marque, notre conviction, c'est que la réclamation doit être mise au service de l'entreprise à 3 fins. Une première qui est de l'innovation, une seconde qui est la performance économique et financière, et la troisième qui est effectivement la transformation. Mais c'est moins de ça que nous allons parler aujourd'hui qu'un autre sujet qui malheureusement intéresse, plombe beaucoup de nos services, de nous acteurs de la relation client, qui est effectivement cette tension que nous ressentons et que vos équipes ressentent au contact de nos clients, et c'est effectivement le sujet qui va nous animer. Pour ça, du coup, j'ai le plaisir de vous présenter, alors non pas Sam, mais effectivement Christophe Benavent, qui est professeur à l'Université de Paris-Dauphine, professeur en marketing. Et du coup, la question lui a été posée l'année dernière, effectivement, de pouvoir mesurer, quantifier et peut-être même plus qualifier, effectivement, l'expression d'une communauté, qui est celle des acteurs de la relation, à l'égard des clients. Comment, effectivement, se positionne-t-il sur cette montée de cette tension supposée ? Il nous en parlera dans quelques instants. Et puis derrière, il pensait qu'il s'en sortirait, mais non, il s'en sortira pas. C'est notre ami Gimli. Et donc pour ça, c'est effectivement Mathieu qui endossera le rôle, puisqu'on lui demandera effectivement à lui quelles sont ces bonnes pratiques très concrètes. Mathieu étant effectivement responsable de la voix du client chez Malakoff Humanis, une grosse organisation, une grande institution sociale. Il vous en parlera plus, protection sociale, il vous en parlera plus tout à l'heure. Je ne vais pas être plus long, mon cher Christophe. Si, je vais être plus long ? Non, je ne vais pas être plus long, on est d'accord. Hein. 15 minutes. Et puis, oui, pour moi, Marie-Louis Julien. Marie-Louis, mon prénom, Julien, mon nom de famille, délégué général de la marque. Voilà. Et Christophe, 15 minutes, mais pas plus. Je te couperai. Sinon, ça nous coupera pour le temps des questions-réponses. Ça marche. Tu l'as cassé, donc ça marche. Bonjour. Oui, on m'entend. Donc, je vais présenter quelques résultats d'une petite enquête dont la particularité était qualitative, beaucoup de questions ouvertes, et qui portait auprès des collaborateurs de la relation client, du réseau à marque. Donc ça a été une belle étude puisqu'on a eu plus d'1 millier de réponses de professionnels et sur une question qui est venue en fait dans un groupe de travail qui devait discuter justice, émotion, satisfaction client et où assez rapidement certains participants ont fait part d'un sentiment de tension. En fait, on était juste dans la première phase d'inflation, donc la phase énergétique, si vous vous souvenez, après le Covid, les prix du fuel montent et dans certaines entreprises, je pense à Nexity, notamment les bailleurs sociaux, effectivement, cette tension s'est répercutée très très rapidement. Et donc, on s'est posé la question de est-ce qu'effectivement, il y a un peu plus de tension sur la ligne. Voilà, alors je vais vous présenter quelques résultats et puis quelques spéculations sur les causes, les raisons du phénomène qu'on va voir. Donc voilà, vous avez l'ensemble des éléments qui sont là. Le résultat principal, il est là. La question était fort simple. Est-ce que vous pensez que dans un proche avenir, la relation a tendance à se durcir ou au contraire à devenir beaucoup plus agréable, quoi, Donc on est sur une question classique de climat de la relation, climat plus dur ou au contraire plus agréable. Et vous voyez le pic, on est sur la droite, donc on est complètement dans le beaucoup plus dur. Sentiment de tension qui s'accroît dans toute la population qu'on a interrogée.
pas tout à fait représentative de la profession, mais je pense qu'elle couvre l'ensemble des secteurs de services. L'autre question, c'est la même chose, mais pour l'avenir, en fait, on se rend compte pratiquement que demain ou hier, c'est pareil, c'est très corrélé ensemble. Et la tendance, c'est que pour les 2 tiers des professionnels, ben, les choses sont de plus en plus dures. Alors, c'est quand même assez étonnant, sachant que maintenant, ça fait 20 ou 30 ans qu'on fait de la relation client, qu'on améliore les process, et non, il n'y a pas trop de résultats. On pourrait se poser la question d'une cause sectorielle. Je vous ai dit, il y a le secteur de l'énergie, de l'immobilier qui était sous pression à ce moment-là. Depuis, on est passé dans une inflation alimentaire qui se ralentit, mais qui est quand même un choc. On est quand même sur du plus 20% d'évolution des prix. On n'est quand même pas dans une période facile. Et quand on teste un petit peu, donc les points, ça représente les moyennes, les petites moustaches autour, c'est pour avoir ce qu'on appelle un intervalle de confiance, plus tendu, plus apaisé. Et en fait, en réalité, on peut voir des différences. L'immobilier, c'est plus accusé, mais globalement, il n'y a aucune différence significative. Donc le phénomène n'est pas propre à un secteur, ça aurait pu être le cas de l'énergie, il couvre l'ensemble des secteurs de services, enfin, le champ de la marque. Est-ce que les stratégies des entreprises jouent un rôle dessus? Alors, on a une question assez simple. Est-ce que vous êtes orienté client, comme maintenant on a largement l'habitude d'entendre parler? Là, l'échelle était assez simple. C'est une faible importance accordée aux clients jusqu'à une importance capitale. Le mot, je le souligne, on a essayé d'aller fort sur l'échelle. Et pareil, vous avez vos petits points qui se baladent. Et là, les choses sont très claires. C'est quasiment linéaire. Moins on accorde d'importance à la satisfaction dans la stratégie, c'était la formulation exacte de l'entreprise, et plus la relation client est perçue comme difficile. Là, c'est clair et net. Avec ceci, petite remarque, c'est que la plupart des entreprises, je ne l'ai pas représenté là, témoignaient, en tout cas leurs collaborateurs, témoignaient d'une grande importance de la satisfaction client dans la stratégie d'entreprise. Ça veut dire accorder une importance grande aux clients dans l'entreprise, ce n'est pas suffisant. Voilà. Il faut que ce soit capital. Il faut que ce soit central. Là où c'est central, effectivement, on se sent plus confortable avec la clientèle. On s'est posé la question des canaux de communication. Alors, j'avais une question ouverte. Quel type de canaux de communication vous employez pour échanger avec les clients? Et là, personnellement, j'ai eu un petit coup au cœur. En fait, il y a 2 canaux. La relation client, ça veut dire le téléphone et le mail, et le couplage des 2. Alors moi, ça m'impressionne un peu, peut-être, à un certain âge. J'étais plus jeune, j'ai vu naître ce secteur du CRM au début des années 2000. Et alors là, c'est fantastique. Pour moi, c'est l'antithèse. Le client a été mis totalement à distance. Totalement à distance. Et on peut comprendre que ça durcisse les choses. Mais quand on regarde dans le détail et qu'on compare systématiquement canal par canal, il n'y a pas vraiment de différence nette, sauf justement dans le face-à-face où, qu'est-ce qui se passe? Dans le face-à-face, le client doit en profiter et il engueule son conseiller. Donc on a là une petite disparité, mais je dirais qu'aujourd'hui, le face-à-face est le canal du dernier recours. C'est vraiment quand plus rien ne fonctionne. Et encore si on réussit à trouver quelqu'un. Quelles sont les raisons distinctives? Alors là, on a été en question ouverte, verbatim. Qu'est-ce qui fait que le climat est apaisé? Qu'est-ce qui fait que le climat est tendu? Et on a compté tous les mots, on a cherché à voir ceux qui sont distinctifs. Et là, il y a un phénomène assez intéressant. En psychologie, on appelle ça l'attribution causale. En langage de tous les jours, tout ce qui est bien, c'est grâce à moi. Tout ce qui va mal, c'est à cause des autres. Donc en fait, lorsqu'elle est plus tendue, on incrimine l'inflation, on incrimine la crise, on incrimine l'augmentation avec l'inflation, la guerre, l'Ukraine, le comportement des locataires, mais il y avait un petit zoom sur les bailleurs sociaux. Donc très clairement, à chaque fois, des sources extérieures. Par contre,
Quand la relation est apaisée, ça c'est vraiment intéressant, on n'a rien à signaler au minimum, on va parler d'amélioration, on va parler d'expérimentation, on va parler en fait de soutien de l'organisation. Donc on a deux façons de vivre finalement la relation client, hein, toute chose égale par ailleurs. Quand il y a un soutien fort de l'organisation, du management, une prise en charge, du training, un accompagnement, eh bien, les difficultés, les frictions du contact sont indolores. Hein. Par contre, si on se retrouve seul, je caricature un peu, un soutien mais modéré ou un peu trop modéré, dans ces cas-là, on ne comprend plus la situation et naturellement, on va accuser le chien du voisin d'avoir la rage. C'est en gros en résumé. Alors, pour conclure, plutôt des questions, moi je n'ai pas de conclusion définitive, même si j'ai une ou deux petites idées. Qu'est-ce qui peut expliquer ce durcissement de la relation, hein? Encore une fois, avec ce paradoxe, parce que ça fait quand même 25 ans ou 35 ans que les entreprises investissent, on pourrait espérer aujourd'hui avoir quelque chose de fluide, de satisfaisant. Mais non, on est sous tension. Alors, il y a les événements, hein, le Covid, bien sûr, qui a perturbé quand même pas mal les équipes et avec certains délais. Hein, il a fallu retrouver l'ensemble des salariés dans certains endroits, dans certaines administrations, certaines entreprises. Naturellement, on peut incriminer l'environnement général, que ce soit l'environnement économique, mais aussi un contexte que quand même, je pense que tout le monde, beaucoup de gens ont le syndrome d'éteindre la radio le matin au moment d'écouter les informations. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Hein, c'est quand même pas très confortable. J'ai adopté FIP. Au moins, c'est cool, c'est soft, et on passe une bonne journée. Il y a cette mise à distance des clients, moi qui me semble une chose importante sur laquelle il faut réfléchir, d'autant plus qu'on est en train de rentrer dans un monde où vous êtes un petit peu pessimiste, hein, mais les machines sont en train de prendre le relais, hein, très clairement. ChatGPT va être bien plus puissant, flexible et disponible que des conseillers personnels. Donc là, moi, je m'attends à ce que dans les années qui viennent, il y ait une transformation très très forte de l'emploi dans le secteur de la relation client. Hein. C'est absolument prodigieux ce qui s'est passé en un an. Et aujourd'hui, les solutions ne sont pas déployées, elles vont être facilement déployables. Hein. L'intelligence artificielle générative, comme on l'appelle, c'est le grand choc, pas immédiat, mais presque, de la relation client. Thèse personnelle, hein, la marque soutiendra ou pas. Donc, cette mise à distance des clients. Il y a aussi une chose qui peut être plus fine, c'est des changements dans les normes d'évaluation. Et l'idée qu'au fond, les clients étant bien servis prennent leurs avantages pour des droits. Donc un basculement d'une logique des attentes, hein, la satisfaction, c'est satisfaction des attentes. Hein, j'espère quelque chose, j'observe mon produit ou mon service, je compare les deux, hein, sa définition traditionnelle, habituelle de la satisfaction. Et si la qualité dépasse les attentes, je suis ravi. Hein. La logique des droits, c'est différent. C'est la logique administrative. Hein. Je me présente au guichet, j'ai droit à ça, à ça, à ça, à ça, et si je n'ai pas ce à quoi je pense avoir droit, je me mets en colère. Je travaille en parallèle sur des jeux de données de la DITP, la Direction interministérielle de la transformation publique, donc sur un dispositif qui s'appelle Je donne mon avis. Donc ils sont à 70 000, 80 000 avis recueillis, hein, le TripAdvisor du public. 200 administrations, c'est pas TripAdvisor où on a 80% de satisfaction. Non, là, c'est plutôt 70% d'insatisfaction. Et ça se comprend, les services publics, c'est pas des services de téléphonie, c'est pas des services marchands. On y va obtenir les choses auxquelles on pense avoir droit. Le drame dans le domaine, c'est que ceux qui ont des droits, généralement, ne les réclament pas, les plus pauvres. Donc, ça peut être un changement, en quelque sorte, de la façon de juger des consommateurs. Un argument qui est lié, c'est un changement de normes langagières, la mise à distance générale, le fait de communiquer par SMS et autres messageries, amène une chose assez simple, c'est que nos formules de politesse disparaissent. Hein. On a tendance à avoir un langage beaucoup plus brutal,
beaucoup plus direct, qui ne prend pas de précautions, où le métatexte est effacé. Le métatexte, c'est tout le texte qui met en scène, hein, comment ça va, tu vas bien, et les enfants, hein, une sorte de small talk. On ne se dit rien, mais ça permet de se conditionner, de se calibrer. Le langage électronique est, de ce point de vue, un peu désastreux. Donc on aurait tout simplement, et puis les gens qui vous parlent en pyjama vont parler différemment que quand ils sont bien habillés. Ben oui. Hein. Donc, changement d'étiquette. Alors, je vais finir avec un dernier petit truc. Ça vient d'une entreprise. Je tais le nom, grande entreprise de service, sur énormément d'enquêtes satisfaction post-réclamation, pour être précis. Et il y a une chose qui est intéressante dedans. Il y a une mesure d'émotion. Hein. L'émotion ici, c'est est-ce que après la réclamation, vous êtes ravi, enchanté? Est-ce que vous vous sentez en confiance? Est-ce que vous êtes encore inquiet? Ou est-ce que vous êtes carrément en colère? Donc là, j'ai essayé de modéliser la probabilité d'être en colère. Hein. Et je la modélise avec 3 variables simples, objectives, pas de psychologie, du dur. La première chose, c'est le montant de la compensation. À chaque fois, il y a eu un problème et il y a un dispositif de compensation en euros qui est attribué. Vous voyez, systématiquement, les courbes vont à la baisse. Hein. Bah, c'est normal, hein. Si on compense, on paye, ça récupère. Vive Amazon, qui est le grand de la politique de récompense. Hein. On récompense sans compter. Hein. C'est le meilleur moyen d'éviter la haine. Quoi. Ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est le nombre d'interactions qu'il a fallu pour pouvoir résoudre le problème, ou en tout cas clôturer la réclamation. Une fois, une interaction, 2 interactions ou 3 et plus. Et là, vous voyez le changement de régime. Lorsqu'on a une fois, on est en gros au maximum 20% de chances que les gens soient en colère. Par contre, quand l'interaction 3 fois et plus, 3 interactions et plus, le minimum, c'est du 45%. Et puis le dernier paramètre, c'est la couleur. Combien de temps pour résoudre le problème? Moins de 24 heures, plus de 24 heures. J'aurais aimé avoir les heures une par une. Bon, il n'y avait pas de rotatage dans le système. Mais là, c'est absolument dramatique. Vous voyez que l'écart, il est systématiquement de 10 ou 20 points. Dès qu'une réclamation, alors si on prend les réclamations, où la compensation est nulle, où le nombre d'interactions pour résoudre est de l'ordre de 3 fois et que ça a pris plus de 24 heures, vous arrivez à 60% de vos clients qui sont en colère. Je pense que c'est assez impressionnant. Alors, on peut le prendre dans tous les sens graphiques, mais si je reste dans la continuité de mon discours et je clôture, on comprend qu'effectivement, la question des droits que pensent avoir les clients devient une question essentielle. Et que s'ils n'ont pas leurs problèmes résolus dans l'instant, eh ben, c'est un grand sentiment d'injustice et de colère qui s'empare d'eux. Voilà, en dépit des efforts que vous aurez pu faire. Tu parlais de droit, mon cher Christophe. Tu avais le droit à 15 minutes, tu en as pris 15 tourons. J'espère, mon cher Mathieu, que tu arriveras à tenir dans les purs des 15 minutes, voilà, pour un retour d'expérience cette fois-ci plus pratique, provenant de Malakoff Humanis, justement, sur le comment organiser, disposer justement son organisation à mieux gérer cette montée de l'attention client. 1, 2. Bonjour à tous. Donc, on a participé à l'étude dont fait référence Christophe. Et donc, on a interrogé nos conseillers de la relation client sur le sujet. Et du coup, on est ressorti plutôt bons élèves de l'étude, ou en tous les cas, en fait, il y avait une moins forte tension qui était ressentie de la part des collaborateurs. Donc, juste avant de parler du comment et du pourquoi, Malakoff Humanis, pour situer très rapidement, 4 grands métiers: santé, prévoyance, retraite complémentaire et épargne. On a un groupe de protection sociale. On a 371 000 entreprises clientes et on protège plus de 8 millions de personnes. Donc voilà, donc on est 10 000 personnes et il y a un nombre assez important de conseillers de la relation client qui nous ont permis de pouvoir justement répondre à cette étude. Nous, chez Malakoff Humanis, ça fait longtemps qu'on mesure la satisfaction du client, qu'on a des indicateurs type CSAT, NPS, la simplicité, le NES, le CES. Mais
historiquement, on avait toujours cette petite musique qui disait, quand moi j'étais responsable des réclamations, bah, Mathieu, traite tes réclamations, c'était les miennes, c'était pas ceux du groupe. Donc en fait, il y avait pas un sentiment d'appartenance globale. Et en fait, depuis un petit peu de temps maintenant, on s'était dit, en fait, il va falloir qu'on mette en place un programme qui était lié à la culture client pour justement embarquer toute l'entreprise dans l'importance de bien traiter le client, comme l'a dit Christophe. Donc, on a lancé un grand programme de formation de culture client qui a été lancé donc avec différents cursus qui ont été mis en place pour les managers, pour pouvoir embarquer leurs équipes, pour les collaborateurs, pour qu'eux puissent être embarqués, et également tout un staff de référents pour propager justement la culture de la satisfaction client. Donc l'objectif, c'est vraiment de diffuser très largement justement l'importance de mettre le client au centre. Pour cela, en fait, on a engagé plusieurs travaux. Déjà, la première chose, c'est qu'en fait, il faut qu'il y ait une impulsion forte de notre direction générale. Si le COMEX n'est pas convaincu, en fait, vous aurez beau dire, beau faire, si on n'a pas une impulsion forte de la direction qui nous dit la priorité numéro 1, c'est le client, c'est la culture client, c'est de mettre le client au centre, vous pourrez user toute votre énergie, mais en fait, on n'y arrivera pas. Donc, en fait, le COMEX a eu une implication extrêmement forte sur ce sujet-là. Il y a même eu des formations, hein, des directeurs COMEX ont été formés sur le sujet. Ils ont établi également des feuilles de route avec leur comité de direction respectif pour justement avoir cette feuille de route qui soit orientée client. Et ce ne sont pas que les directions relations clients ou opérations qui sont en lien directement avec les clients, mais ce sont des directions type direction informatique, nos DSI. Donc on est une mutuelle, donc on a des actuaires, donc les directions de marché pour calculer tous nos contrats. Mais en fait, ces directions-là aussi qui sont pas forcément en lien avec le client, bah justement, ont des feuilles de route et sont orientées clients. Moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est que la semaine dernière, je suis intervenu justement en comité de direction au niveau des actuaires et en fait, on nous a présenté la feuille de route client. En fait, pour que les actuaires nous présentent une feuille de route client, autant vous dire que j'étais extrêmement satisfait et ça fait plaisir à voir. Voilà, on déroule même sur des fonctions qui sont, qui sont support. Deuxième chose qu'on a fait aussi, c'est qu'en fait, on a revu toute l'organisation de l'entreprise. Donc, en fait, il y a des grosses réorganisations qui sont en cours chez nous pour justement répondre au mieux aux clients. Donc, c'est-à-dire que, encore une fois, la DSI, elle est en train de tout se transformer pour justement être en capacité de pouvoir répondre au mieux aux directions qui sont en front avec le client. Donc, que ce soit des relations digitales, des relations téléphoniques, des relations mail, et également du face-à-face, parce que nous aussi, on fait du face-à-face. Troisième chose qu'on a faite, c'est qu'en fait, les indicateurs de satisfaction de culture client, il faut qu'ils soient diffusés largement et quotidiennement. Donc, c'est-à-dire que dans l'entreprise, maintenant, un indicateur de CSAT, le NPS, tout le monde sait ce que c'est. Et en fait, on diffuse très largement ces indicateurs, que ce soit dans les intranets, dans les communications, dans les mots aussi de nos dirigeants quand ils interviennent sur nos différents sites. On a à chaque fois ce mot de satisfaction client, de culture client, de client au centre. Et c'est vraiment, pour nous, c'est vraiment très important. Et ça, c'est un travail au quotidien qui doit être mené par justement les référents dont je parlais tout à l'heure et par l'ensemble de la direction. Quatrième sujet qu'on a revu aussi, c'est tout le sujet des réclamations. Comme je vous le disais, avant, les réclamations, c'était les réclamations du service réclamation qui devait traiter les réclamations. Maintenant, les réclamations, alors nous, on a un groupe d'assurance, on est soumis à certaines contraintes réglementaires, la CPR, donc, qui est un organisme de la Banque de France, qui nous impose une définition stricte et une organisation aussi assez stricte du traitement de la réclamation. C'est-à-dire que quelqu'un qui appelle le centre de relations clients et qui nous dit « je ne suis pas content », le conseiller doit demander en fait à ce que le client fasse un écrit. Autant vous dire que quand on a un client qui est pas très content et qu'on doit lui dire « écoutez, monsieur le client, pour prendre en compte votre réclamation et qu'elle soit qualifiée en tant que réclamation telle que la définition qui nous est imposée, vous devez nous faire un écrit ». Autant vous dire que là, le client il monte dans les tours et là, on parlait du climat, le climat ne nous aide pas. Donc là, pareil, il y a eu des grosses transformations au niveau de la réclamation. Donc,
on se doit de faire ce que nous demande le régulateur. Mais par contre, c'est aussi justement de se dire comment est-ce qu'on prend globalement toute l'insatisfaction du client. Donc dès lors qu'un client nous dit « je ne suis pas content », ben voilà, comment est-ce qu'on va l'accompagner au mieux, ce client, pour justement essayer de faire descendre cette tension-là. Parce que c'est vraiment important, c'est de faire descendre la tension. Et justement, pour ça, nos conseils de la relation client, on les a armés. Déjà, première chose, ils n'ont pas de script, ils n'ont pas de texte qui sont prédéfinis. Ils mènent l'entretien comme ils ont envie de le mener. Bien entendu, il y a des techniques de la relation client, donc là-dessus, ils sont formés, il n'y a pas de souci. Mais en tous les cas, quand un client appelle, ils ne doivent pas l'interrompre et dire excusez-moi, d'abord, je dois me présenter, donc bonjour, je m'appelle Mathieu, je suis votre conseiller qui va vous accompagner aujourd'hui, exposez-moi votre problème. Non. Typiquement, le client, il a besoin de se décharger, le conseiller va l'écouter, et après, il va enchaîner, il va reprendre le contrôle de la conversation. Ça, c'est vraiment important. Deuxième chose, pour justement se dire qu'on est vraiment orienté client et éviter toute pression au niveau des collaborateurs, en fait, nos conseils de la relation client ne sont pas objectivés sur le temps, sur le temps de communication. En fait, la fameuse DMC ou la DMT, en fait, nos conseillers ne sont pas objectivés dessus. Les objectifs qu'ils ont, c'est sur la satisfaction client, donc globale, et la satisfaction du conseiller. Parce qu'en fait, dans nos questionnaires de satisfaction, il y a une question pour savoir comment s'est passé l'échange entre le conseiller et le client. Donc la note globale, elle est justement, nos conseillers sont objectivés justement sur cette note-là, et également sur la qualité de la réponse qu'ils vont fournir. Puisqu'en fait, Christophe le soulignait très justement, en fait, un client, pour qu'il soit satisfait, il faut qu'il ait sa réponse du premier coup. En fait, c'est compliqué, c'est pénible pour nos clients de devoir rappeler 10 fois pour avoir une réponse. Donc en fait, nos conseillers, ce qu'on appelle le fameux FCR, hein, le First Call Resolution, en fait, pour nous, il est vraiment important. Ça nous permet en fait de se dire, notre conseiller, il a toute la base de connaissances à disposition, il a toutes les techniques de relation qu'il maîtrise, et donc il peut apporter une réponse et la bonne réponse directement au client. Donc en fait, les deux objectifs majeurs au niveau des primes de conseiller relation client sont la satisfaction client et la qualité de la réponse qui peut être fournie. Pour nous, ça c'est vraiment quelque chose qui est important. Alors, bien entendu, ce que je vous décris, c'est pas tous les jours rose. Donc, en fait, tous les jours, il faut continuer, il faut toujours voilà, véhiculer cette image de la satisfaction client et que ça ne soit pas opposé à chaque fois avec la compétitivité telle qu'on peut l'entendre quelquefois. Parce qu'en fait, moi, je suis intimement convaincu, comme la marque, c'est qu'en fait, la satisfaction client, c'est un vrai vecteur de compétitivité chez nous. Donc voilà. Et le revers, par contre, c'est que maintenant, en fait, en étant vraiment orienté client, c'est que maintenant les directions viennent nous voir pour justement savoir quand ils font des modifications. Par exemple, on a nos directions digitales, ils ont changé un fond, notre site avant était vert, maintenant il est bleu. En fait, ils vont nous venir nous voir, nous dire j'aimerais bien poser une sonde, poser la question, est-ce qu'ils sont contents, le client, qu'on ait changé le fond. Ça, c'est un peu le revers. On leur dit, excusez-nous, juste, on va temporiser un petit peu. Le client, autrement, en fait, il va être assassiné de questionnaires. On en a déjà assez, nous, tous, quotidiennement. Donc après, c'est de se dire, justement, comment est-ce qu'on arrive aussi à bien gérer cette pression relationnelle au niveau du client, puisque, en fait, on veut aussi maintenir cette bonne adhésion des clients, parce qu'en fait, on a d'excellents retours en termes d'enquête de SAT, avec des verbatims qui sont vraiment très riches, que après, on peut exploiter. Et donc, du coup, en fait, cette mesure de la satisfaction client, elle fait partie de l'expérience globale et donc du coup, c'est important de ne pas la détériorer à la fin pour poser la question. Donc en fait, on doit aussi justement gérer cette pression relationnelle avec les clients. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on le disait, c'était vraiment important, mais la culture client, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et après, ce qu'on se disait, nous, à chaque fois, c'est que en fait, l'entreprise, chez nous, elle se divise en deux catégories de personnes. On a les personnes qui vont servir les clients et ceux qui vont accompagner les services qui servent les clients. Donc voilà, donc, c'est vraiment cette philosophie-là qu'on adopte chez Malakoff Humanis. Merci beaucoup, mon cher Mathieu, pour ce retour d'expérience. J'imagine qu'une des questions qui te sera peut-être posée dans quelques minutes, c'est qu'est-ce qu'on fait quand notre DG n'est pas elle-même convaincue, effectivement, de la nécessité de s'orienter client. Peut-être que tu nous parleras de Complete Model dans quelques instants. On va arriver sur une petite conclusion avant de basculer dans un temps de questions-réponses. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à commencer à les formaliser, voire à les formuler auprès de quelqu'un qui passera avec un micro. Donc, si je reprends la question de tout à l'heure,
qui était finalement Sam et finalement Gimli. Vous, que voyez-vous en termes de culture client? Qu'est-ce que vous voyez arriver? On aurait pu penser effectivement qu'il s'agissait de choses d'inflation sécuritaire, le turnover. Je pense que la question de l'attractivité de nos marques, mais également de nos métiers est un vrai sujet. Aujourd'hui, on sait qu'on a une difficulté à maintenir un engagement, à maintenir une fidélisation des équipes, à pouvoir également attirer, comme on dit, de nouveaux talents. Question sanitaire, ça a été évoqué également tout à l'heure par notre ami Christophe post-Covid. Et puis également cette question de la défiance qui malheureusement ne souffre d'aucune concurrence en France, puisque malheureusement les Français sont sans aucun doute les plus défiants au monde. Du coup, si on reste dans l'univers du Seigneur des Anneaux, du coup, il y a le fameux You Shall Not Pass, c'est-à-dire également cette question de cette montée de l'attention à l'égard de nos services, à l'égard de nos marques. Il faut essayer d'arriver à mettre, j'allais dire presque à distance pour que ça ne passe pas. Malheureusement, comme le disait Christophe, ça passera quand même, puisqu'on se rend compte que seuls ceux qui sont les plus orientés clients arrivent à limiter la casse, non pas à faire en sorte que ça soit fun, mais à limiter la casse. Et donc là, cette fois-ci, si on passe par Gandalf, une image qu'on reprend souvent, qui est également d'avoir une marque peut-être qui peut se protéger, se présenter un peu comme à l'image d'un ange gardien, c'est-à-dire effectivement de pouvoir dire au client qu'on a compris sa réclamation. Il est vrai que l'idéal est de pouvoir être sur ce fameux first call resolution, la réponse au premier cas. Mais on le sait bien, dans l'univers de la réclamation, il y a un grand nombre de situations qui sont complexes, qui méritent peut-être une enquête, une étude avant d'apporter une première, puis peut-être une deuxième réponse qui viendra clôturer. Et là, une bonne pratique qui me semble pouvoir répondre à ce triptyque d'une marque qui éclaire, qui défend et qui protège, une pratique que j'ai déjà peut-être partagée avec un grand nombre d'entre vous, qui est ce qu'a pu mettre en place notamment MMA, qui, à la réception de réclamation, va réaliser un accusé-réception assez concis, de 2-3 phrases, qui permet à leurs sociétaires de pouvoir éprouver que la réclamation a été reçue, a été comprise, a été lue par effectivement ces 3 phrases de synthèse. Il y a également la présentation, l'identification de la personne qui va suivre le dossier de bout en bout, et donc on est là dans cette dimension d'accompagnement, de personnalisation, et sûrement pas de on se cache derrière un anonymat ou une fausse personne. Et puis également, on donne les coordonnées directes qui permettent aux sociétaires de pouvoir à tout moment contacter le collaborateur en charge du dossier. Et cerise sur le gâteau, il y a également un délai de réponse qui est proposé. Et là, ça permet effectivement aux sociétaires de pouvoir se détendre, puisqu'il sait que cette marque se met vraiment à sa disposition, elle ne se cache pas, présente une personne, présente des coordonnées, également un délai de réponse. Et donc on voit bien que si on n'est pas en capacité de répondre au premier coup, en tout cas, on peut se prémunir de cette agression en donnant justement de la lisibilité, donc cette marque quelque part ange gardien où je vais éclairer. Je vais également défendre, puisque notamment dans l'univers de l'assurance, c'est de mettre en place ce qui doit être mis en place pour permettre aux sociétaires de vivre au mieux ce qu'il a à vivre par rapport à un dégât des eaux, par rapport à une perte, par rapport à un dommage quel qu'il soit. Et puis également la protection, c'est aussi certaines fois en interne de pouvoir sortir le glaive pour aller au-delà, effectivement, certaines fois de procédures dont on ne sait même plus trop pourquoi elles sont en place, mais malheureusement on doit jouer avec. En conclusion, avant de basculer dans le temps de questions-réponses, c'est de se dire effectivement, de se souvenir que les organisations orientées résistent le mieux. C'est ce que disait effectivement Christophe tout à l'heure. Et donc, si on met effectivement le poids du corps sur l'ensemble de nos équipes et sur l'ensemble de nos collaborateurs, c'est probablement le meilleur moyen de s'assurer d'avoir des clients également les plus sereins et donc peut-être les moins en prise à devenir effectivement colériques, notamment, et là ce sera notre dernier slide, pour ceux qui voudraient aller plus loin. Un ouvrage a été rédigé l'année dernière, une deuxième édition de notre ouvrage Management de l'insatisfaction client, auquel Christophe a collaboré dès sa première édition, puisqu'il s'y trouve à l'intérieur un chapitre de Rouquet et Suquet qui parle effectivement de la déviance des comportements clients. Et vous trouveriez alors à l'intérieur un certain nombre de pistes très concrètes également pour pouvoir désamorcer ces situations. Voilà. Merci de votre écoute. Et puis je vous propose qu'on bascule dans un temps d'échange. 6 questions il y a, et peut-être en attendant de répondre, mon cher Mathieu, à la question comment faire pour sensibiliser une DG si elle ne l'était pas. Voilà. On a, comme le disait Marie-Louis, chez Malakoff Humanis, on a mis en place le complete model. C'est un outil assez simple, mais qui est bougrement efficace. C'est de se dire,
on va sur nos questionnaires de satisfaction client, donc nous on le fait sur notre questionnaire à froid, on va aller prendre nos indicateurs qui sont la satisfaction client, donc notre CSAT, notre NPS, et après dans le questionnaire annuel, on leur pose un certain nombre de questions, ce qui est assez long, il dure une quinzaine de minutes, et en fait à un moment on va leur poser la question, est-ce que vous avez fait une réclamation? Oui, non. Deuxième question, c'est si vous avez fait une réclamation, est-ce que vous avez été satisfait du traitement de votre réclamation? Oui, non. Et ensuite, on va aller prendre donc, nos indicateurs CSAT et NPS et on va aller regarder nos types de clients. Déjà, est-ce que le client a fait une réclamation? On va prendre tous les clients qui ont fait tous les clients qui n'ont pas fait de réclamation. On va aller voir leur CSAT moyenne et on va aller voir leur NPS moyen. Ensuite, on va prendre les autres clients, tous ceux qui ont fait une réclamation, et on va aller regarder après dans ceux qui ont fait une réclamation, quel est leur CSAT, quel est leur NPS, et on va descendre à un cran plus fin, c'est de se dire, quand on a fait une réclamation et qu'on est satisfait du traitement de la réclamation, quelle est la CSAT globale moyenne et quel est le NPS global moyen. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, quand on traite bien une réclamation, en fait, on a des clients qui sont encore plus engagés qu'un client lambda qui a vécu, on va dire, une vie tout à fait normale. Et on a une CSAT qui est meilleure, on a un NPS qui est meilleur, donc c'est-à-dire en fait une fidélité et un réengagement client qui est beaucoup plus fort. Donc en fait, quand on présente ces éléments, qui sont des éléments très simples en termes de calcul, mais qui sont très impactants, et donc en fait, ce complete model, c'est aujourd'hui un outil que l'on utilise aussi pour le présenter aux équipes, pour leur dire, écoutez, si vous traitez bien une réclamation, alors une réclamation au sens client, pas au sens strict que nous on peut l'entendre, donc un mécontentement, une insatisfaction client. Si vous la traitez bien, en fait, vous allez assurer un engagement client extrêmement fort. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Sinon, on peut jouer des numéros de claquettes, faire plein de trucs. Il y a une question au fond à gauche, une autre question au fond à gauche, une question devant à droite. La droite passera d'abord. Moi, j'avais juste une question. Depuis le début, vous parlez de CSAT et je ne sais pas ce que c'est. Pardon, excusez-moi. C'est le Customer Satisfaction, donc en fait, c'est la satisfaction du client. Ok, c'était tout. Merci. Bonjour. En fait, vous dites que vous ne travaillez pas avec de... Comment vous faites pour maintenir un bon taux de décroché sans en parler de DMT? Alors, en fait, comme je vous l'ai dit, nos conseillers sont formés, hein, ils ont toutes les bonnes techniques de relation client. Après, ce que je vous dis, c'est que nos conseillers ne sont pas objectivés sur la DMT. Par contre, dans tout modèle économique, on doit quand même suivre la DMT pour pouvoir calibrer les plateaux téléphoniques pour être sûr que du coup, par rapport au flux d'appels, on va avoir le bon nombre de conseillers. Donc, si on a une dérive systématique d'un conseiller, je vous dis n'importe quoi, ce ne sont pas forcément un bon chiffre, mais sur un appel qui doit durer normalement 8 minutes en moyenne et on a un conseiller qui a 15 minutes tous les jours, tout le temps sur chaque appel, là on a un problème de technique de relation client. Donc là en fait il va être pris en charge par son manager ou par des formations pour pouvoir justement acquérir les bonnes techniques. Par contre, lui, si il a un client qui est insatisfait, qui a un problème, où on doit aller plus loin avec le client, et que en fait la durée d'appel c'est ces fameuses 8 minutes, mais que exceptionnellement il doit en prendre 15 ou même 20 minutes pour dénouer la situation, il le prendra et il ne sera pas reçu après par son manager pour lui dire écoute, tu as dépassé ton temps, c'est pas possible. Donc voilà. Et donc ça libère le conseiller de ce chronomètre qui tourne là sur l'outil appel téléphonique. Et lui, ce qu'il va attendre par contre, c'est à la fin de chaque semaine ou à la fin de chaque mois, c'est quel est son résultat de ses SAT. Parce que lui, en fait, il veut se dire est-ce que en fait, j'ai atteint mon objectif? Est-ce que j'ai satisfait mon client à la fin? La DMT étant la durée moyenne de traitement, mais voilà, tant qu'on est dans les acronymes. Pardon, excusez-moi pour les acronymes. Et je crois qu'effectivement, la levée a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça, et après un mois, il me semble qu'il y a eu très peu de variations. Ouais, il y a eu une toute petite variation au début, c'était le petit ajustement, mais après, de toute façon, les conseillers, ils sont pros, ils connaissent leur métier, donc du coup, ils savent. En fait, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir aussi maîtriser son appel téléphonique. Et ça, c'est important. Le client, il en a aussi besoin, parce qu'autrement, après, ça part dans tous les sens. Donc voilà. Donc, une fois que le conseiller sait maîtriser son appel téléphonique, bah après, il n'y a pas eu de dérive. Je crois qu'il y a une question tout au fond à gauche. Merci. En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions. On a encore largement 5 minutes. Vous avez devant vous 3 intervenants de très grande qualité que je tiens à remercier ici, c'est vrai. De la part du salon, merci à tous les 3 de donner de votre temps. L'étude qui a été faite est extrêmement riche. Donc vraiment, n'hésitez pas, quoi. Puis on la tiendra à votre disposition si
si vous souhaitiez aller plus loin. Et puis c'est comme à l'école, il n'y a pas de questions stupides. Merci d'avoir demandé ce qu'était d'éclairer le CESAT notamment. Bonjour, j'avais une question pour Christophe, je crois, par rapport à l'étude que vous avez présentée. Donc, dans les explications que vous donnez par rapport au durcissement de la situation, vous n'avez pas évoqué parfois le manque de professionnalisme en fait des gens. Je me mets en tant que client qui appelle pour une réclamation. Souvent, j'ai eu des personnes qui en face de moi n'étaient pas professionnelles ou n'avaient pas la réponse mais faisaient comme si elles savaient. Et là, pour le coup, effectivement, ça déclenche un agacement certain. Mais ça, le manque de professionnalisme des équipes, vous ne l'avez pas du tout mis dans votre liste. Non, difficilement, puisque j'interrogeais les équipes, ce n'est pas les clients que j'interrogeais. C'est les collaborateurs qui sont appelés par les clients. Donc, on allait difficilement leur demander s'ils se sentaient suffisamment professionnels ou aguerris. En plus, il y a eu un effet de participation des adhérents de la marque. Ceux qui ont fait un effort pour que leurs équipes répondent, c'est ceux qui sont plutôt professionnels et qui prennent soin de leurs clients. Donc, on a plutôt eu un biais dans l'étude, s'il y a eu biais vers les équipes les plus engagées, très clairement. Donc, mais oui, ça peut être ça. Mais ceci dit, je dirais, il y a l'effet d'expérience. J'écarte pas l'hypothèse, les autres, c'était des hypothèses aussi. Mais on a quand même maintenant, CRM est apparu au début des années 2000. Ça fait 25 ans qu'on parle de relations clients. Dans les entreprises, on sait à peu près ce qu'on fait. Quelquefois, on ne le fait pas bien parce qu'on va externaliser. Mais généralement, l'externalisation, elle se fait plutôt pour de l'appel sortant et pas pour de l'appel entrant. En tout cas en France, à ma connaissance. Voilà. Une question également au milieu. Et puis peut-être en attendant pour rebondir ou abonder sur ce que disait Christophe, la notion de formation par contre était exprimée, notamment au sein des entreprises qui percevaient cette tension comme plus supportable que les autres. Donc la formation, le fait d'être formé, le fait d'être accompagné, rend plus serein également les collaborateurs. Oui, ma question rejoint un peu votre remarque, c'est-à-dire chez Malakoff Humanis, qu'est-ce que vous avez mis comme programme de formation, comme training auprès de vos équipes pour les rendre experts de la relation client? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait en one-shot? Est-ce que c'est du codev? Est-ce qu'il y a un programme de formation de vos équipes? Comment vous avez appréhendé le sujet? Alors, bon, les programmes de formation, en tous les cas, pour les techniques de relation client et la relation client, c'est des programmes qui existent et qui sont assez anciens, et ça fait assez longtemps qu'on les a mis en place. Ça fait depuis très longtemps aussi qu'on a enlevé tous les scripts, où en fait, voilà, on veut que nos conseillers aient une certaine autonomie. Après, tous les programmes que l'on a mis en place sur justement la culture client et le fait de mettre le client au centre, bon, c'est des programmes qu'on a mis en place. C'est un gros programme qu'on a mis en place. Ça fait maintenant 2 ans qu'on a commencé, du coup, qui ont vraiment porté leurs fruits. Alors, on les a mis en place tout d'abord au niveau des équipes de la relation client. Vous allez me dire, c'est bizarre parce que ce sont eux qui sont naturellement plus orientés clients. Mais c'était aussi pour valoriser aussi tout ce qu'ils faisaient, et puis pour leur apporter peut-être le petit truc en plus qui manquait. Et puis après, l'objectif, c'était vraiment de pouvoir diffuser l'ensemble de ces formations à l'ensemble de l'entreprise et à tous les niveaux d'entreprise. Alors, je vous le disais, on a eu des formations qui ont été adaptées par rapport au cursus qu'on avait mis en place, mais à des codires entiers, donc un directeur COMEX et l'ensemble de ses directeurs, pour justement appréhender le sujet. Donc voilà, donc on a eu différents niveaux de formation qui ont été mis en place, avec aussi beaucoup de choses. Donc il y a eu des universitaires qui nous ont accompagnés, il y a eu la marque qui nous a accompagnés sur le volet de la réclamation, il y a eu aussi des séances de codev qui ont été mises en place, et tout un réseau aussi de référents pour justement acculturer toute l'entreprise avec des moments ludiques. Voilà, il y a la fresque du client, par exemple, qu'on a mis en place aussi chez nous et qui se diffuse largement pour aussi comprendre comment ça se met en place, et avec des sessions plus classiques qu'on a pu voir
type formation voilà, qu'on connaît tous. Et comme le soufflait Christophe dans l'oreille, il me disait voilà, la démarche est beaucoup organique et non mécanique. Et je pense qu'on en revient à ce qui est évoqué en creux et en dur pendant toute la séquence. En gros, c'est vraiment le fait de travailler son orientation client, son orientation réclamation, qui permet effectivement de mettre les collaborateurs dans les meilleures dispositions face à une situation qui effectivement n'est pas forcément positive. Voilà. Juste pour finir là-dessus, avant, quand on était en back-office, les collaborateurs géraient des dossiers. En fait, j'ai X dossiers à traiter par jour. Aujourd'hui, ils traitent des demandes clients. C'est peut-être pas grand-chose, mais en fait, ça change tout. En fait, c'est plus un dossier, c'est plus le dossier numéro 8458 qui va traiter, c'est la demande de monsieur Marie-Louis Julien qui doit traiter. Et ça change tout. Écoutez, je crois qu'on arrive au terme de cet échange. Si jamais vous vouliez plus d'informations, on fait des gestes en disant qu'il y a un stand qui se trouve pas très très loin du buffet où vous trouverez du café et puis également des personnes en marinière, donc notamment Mathieu qui est administrateur et membre du bureau de l'association, ma petite personne et une partie de l'équipe. Merci beaucoup pour votre écoute, pour vos questions et puis à tout à l'heure pour la suite des échanges. Merci. Comme je vous ai embêté pendant toute la conférence. Le voici. Du coup, à un moment donné, alors, vous parlez de NPS. Oui. Je sais pas Ça, c'est Net Promoter